Ok, bienvenue à ce nouvelle interview Et vous, qu'en dites-vous du Centre culturel de Genappe, dans lesquels on interviewe des habitants et les habitants de Genappe pour un peu poser des questions par rapport à la situation sanitaire actuelle, comment ils vivent le confinement. Et donc aujourd'hui, on est là avec Ludivine. Merci Ludivine de nous avoir rejoints aujourd'hui. Avec joie. Et donc la première question qu'on pose à tout le monde, c'est un peu, on demande d'expliquer un peu les activités et en quoi la situation actuelle et les confinements ont pu impacter tes activités. D'accord. Alors, donc, je m'appelle Ludivine et j'habite Bézity. Alors, je suis d'abord l'heureuse maman de 4 enfants. Et donc, c'est sûr que j'ai une partie de mes activités, d'abord personnelles dans la gestion du quotidien de mes 2 plus jeunes et puis de mes 2 ados. Et donc, c'est sûr que là, rien qu'à ce niveau-là, la situation du Covid a eu pas mal d'impact, puisque dans le premier confinement, j'ai mes 4 enfants qui se sont retrouvés à la maison. Ici, dans ce deuxième confinement, c'est un peu différent, puisque les 2 plus jeunes sont à l'école primaire et donc eux vont à l'école normalement. Ensuite, mon deuxième est en première secondaire et donc lui aussi, il n'y a pas d'impact sur son temps scolaire, j'ai envie de dire. Par contre, mon aînée, Lou, elle est en troisième secondaire et donc elle est à mi-temps à l'école et à mi-temps à la maison en cours à distance. Et donc voilà, c'est vrai que ça a un impact à ce niveau-là, c'est un impact sur l'accompagnement que j'essaye quand même de réaliser avec elle, parce qu'en troisième secondaire, elle est quand même encore relativement jeune pour être complètement autonome dans la gestion de ses cours. Et donc, c'est vrai que voilà, j'essaye de pouvoir l'accompagner à ce niveau-là. Et puis, alors, même ne fût-ce qu'au niveau logistique, il faut que on se partage l'ordinateur, la connexion, etc. Et ça a eu un impact évidemment aussi sur leur activité extrascolaire, puisque pour les plus grands, il y a toute une série de choses qui sont arrêtées. Donc c'est vrai voilà, j'ai envie de dire, le premier gros impact de la situation, ça a été sur notre organisation familiale. Et puis alors, mon boulot principal s'exerce en haute école. Je suis psychopédagogue et donc je forme des enseignants. Et donc, depuis mars, mon job a complètement changé en fait. Donc, j'étais essentiellement à la haute école en train de donner cours. J'ai aussi une grande partie de mon temps de travail qui est d'accompagner des étudiants sur leur lieu de stage, donc d'aller les observer, d'aller au contact des maîtres de stage, d'analyser les activités qu'ils ont données, etc. Et donc, tout ça a complètement basculé. Donc, je me suis retrouvée de cette réalité-là à la réalité qui est, je parle comme ici à des initiales sur mon écran d'ordinateur la plupart du temps. Et donc, de devoir complètement reconstruire toute une série de choses. Alors, quand je dis complètement reconstruire, c'est vrai et pas vrai parce que ça fait quand même déjà quelques années qu'on a perçu la plus-value que le numérique pouvait apporter dans la formation et notamment en enseignement supérieur. Et donc, je me suis déjà intéressée un peu à la question de la classe inversée, que j'ai déjà été dans plusieurs projets où on a construit des ressources pédagogiques numériques pour pouvoir proposer via la plateforme Moodle aux étudiants parfois de pouvoir prendre connaissance de, de petites vidéos, de ressources pour pouvoir après les analyser en classe. Et donc, j'avais déjà une partie du matériel. Néanmoins, ça a quand même demandé une grande réflexion. Et alors, le gros changement est aussi par rapport à l'accompagnement des stages qu'on proposait aux étudiants, puisque ici, on est dans cette période-là. Donc, les étudiants de troisième que j'accompagne sont pour leur troisième semaine dans les classes de stage. Et donc, c'est une période normalement où moi, je prends ma voiture et je vais dans toutes les écoles maternelles de Wallonie. Et donc, je vais observer, je rencontre les instits, j'observe les étudiants, les enfants, et puis on débriefe. Et donc, ici, c'est plus du tout ça. Donc, on a dû, avec
les mesures sanitaires mises en place, on a dû imaginer un tout autre dispositif. Et donc, on ne va plus dans les écoles observer, sauf en cas de problème ou en cas de demande précise de la part de l'enseignante ou de l'étudiant. Et donc, cette décision a été prise parce que sinon, on risquait d'être vraiment trop vecteur du virus. Et donc, on a dû mettre en place un autre dispositif où on peut plutôt les accompagner à distance ou on a des moments de visio avec chaque étudiant plutôt en fin de journée. Et donc, ça a eu aussi comme impact que finalement, j'ai une partie de mon temps de travail qui a basculé en après 4 heures et en soirée et qui ne se déroule plus en journée comme d'habitude. Donc voilà pour la partie professionnelle que j'occupe à la Haute École. Après, je donne aussi parfois des formations pour l'IFAPME, des formations qui portent essentiellement sur le tutorat, puisque toute cette question de l'apprentissage et de la formation est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et donc voilà, j'ai aussi une partie de mon temps de travail. Mais là, c'est vrai que pour le moment, il y a toute une série de choses qui ont été mises entre parenthèses et qui ne sont plus dispensées. Et alors, la dernière partie qui peut un peu s'apparenter à mon quotidien professionnel, j'exerce un mandat de conseillère communale, puisque j'étais citoyenne pour le groupe Créons Demain aux élections communales. Et donc, voilà, là, même chose, il y a eu vraiment 2 phases. Durant le premier confinement, les commissions et les conseils communaux ont été suspendus. Et donc, c'est vrai que là, notre travail était plutôt en groupe de mandataires, puisque c'était notre chef de groupe qui était essentiellement le contact avec le collège. Et donc là, on travaillait plus en interne. Maintenant, ici, durant ce deuxième confinement, d'autres choses ont été mises en place. Et donc, il y a des réunions de commission qui ont lieu et donc qui se passent en visioconférence. Et puis, les conseils communaux ont de nouveau lieu avec des aménagements. Donc, c'est dans la grande salle de sport à Genappe. Donc, il y a toutes ces mesures de distanciation sociale. Nous sommes masqués. Il y a tout un matériel audio qui permet aussi qu'on s'entende bien. Et puis, alors, maintenant, comme le public n'est plus admis, c'est retransmis sur Facebook. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que ça a un peu changé également la forme de cet aspect-là de mon quotidien professionnel. Et du coup, parmi toutes ces facettes de ta vie, Ludivine, Oui. quelles sont les 3 choses vraiment les plus dures que tu t'es dit, voilà, c'est vraiment compliqué à gérer, quoi. Alors, je dirais, au niveau professionnel, clairement, le fait de me retrouver maintenant enfermée dans mon bureau quasiment non-stop, ça c'est vraiment difficile parce que je pense que, déjà, je ne suis pas quelqu'un qui s'épanouit particulièrement en travaillant chez lui. Je pense qu'il y a des gens qui adorent le télétravail. Moi, c'est pas la modalité de travail qui me convient le mieux. C'est vrai que j'aime bouger, j'aime voir des gens, j'aime être sur différents lieux. Et donc ça, c'est vrai que c'est difficile, d'autant plus parce que j'ai vraiment pris conscience que quand on télétravaille, les frontières sont beaucoup moins nettes. Donc, au niveau des horaires, c'est beaucoup plus compliqué. Je travaille alors beaucoup plus le soir. Je me rends compte que je prends parfois pas de pause sur le temps de midi. Je vais plutôt vite me préparer. Ce midi, je me suis préparé des tomates avec de la mozzarella et je les ai mangées à côté de mon ordinateur tout en continuant à consulter des mails. Que comme aussi, je suis à la maison, il y a dans la représentation ma famille, mon mari, mes enfants, le fait que parfois je ne travaille pas vraiment et donc je suis disponible pour toute une série d'autres tâches et toute une série d'autres questions. Donc voilà, ça c'est vrai que c'est un élément qui est compliqué. Le deuxième élément, qui est vraiment difficile à vivre, c'est quand même cette privation de contacts sociaux, même si je pense qu'on a essayé de réinventer d'autres formes. Ça manque de ne pas pouvoir prendre ma grand-mère dans mes bras, ça manque de ne pas pouvoir revoir mes amis, d'organiser un souper, d'aller manger un bout avec eux. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose. Voilà, je rêve de pouvoir aller boire un verre avec mes potes et danser. Et voilà, ça c'est des choses qui sont difficiles.
Mais voilà, que je relativise évidemment. Et puis peut-être la troisième chose que je trouve un petit peu difficile aussi, c'est la gestion des angoisses et des questionnements aussi de mes enfants. Enfin, les enfants sont des éponges de manière générale, et moi j'en ai en plus un qui est vraiment très éponge, hein, Charlie, mon numéro 3. Et donc c'est vrai que je vois que ça le questionne, je vois que ça devient difficile pour eux, je vois que c'est source de stress. Malheureusement, on a perdu mon beau-père du Covid ici il y a quelques semaines, et donc voilà, c'est ce virus, cette maladie, la mort, le fait qu'on ne puisse pas faire ce qu'on veut, c'est voilà, vraiment anxiogène chez les enfants. Et donc ça, c'est vrai qu'en tant que maman, c'est quelque chose de difficile à gérer au quotidien. Et du coup, écoute, je vais rebondir là-dessus parce que le hasard fait que tu es en fait la deuxième psychopédagogue qu'on Waouh, interviewe, Tout à fait. puisqu'on a interviewé Reda Kabir, peut-être que tu connais aussi. oui, Et tout donc, à du coup, fait. on lui a posé cette question et j'avais envie de te la poser aussi. Est-ce que tu aurais quelques conseils pour les parents, justement, qui se retrouvent dans la situation de devoir encadrer leurs enfants au niveau scolaire, que ce soit en primaire ou en secondaire durant cette période, et qui se sentent complètement dépassés parce que c'est pas leur truc, en fait? Est-ce que tu aurais quelques conseils pour eux sur cet encadrement-là? Euh, alors, moi, je pense que, enfin, parce que ce que tu me demandes, c'est vrai que je l'ai assez fort vécu hein, au premier confinement, même voilà, sans être psychopédagogue, mais gérer ton boulot et puis gérer le travail scolaire des enfants, c'est une situation dans laquelle je me suis, dans laquelle, enfin, que j'ai vécu lors du premier confinement. Et donc, je pense que c'est important de pouvoir essayer de poser un cadre autour des choses. Donc, il y a des moments où, en tant que maman, je disais, bah voilà, là, maintenant, on va travailler, je vais pouvoir t'accompagner dans ton temps scolaire. Et puis, je ne peux pas être que ça. Il y a d'autres moments où, stop, là, on n'en parle plus. Et donc là, je redeviens de nouveau la maman et on prend du temps et du temps de qualité en famille. Donc ça, c'était vraiment, je pense, pouvoir poser un cadre très clair parce que sinon, je me rendais compte que comme on fait plein de choses en même temps, alors on faisait aussi du soutien scolaire un peu tout le temps. Et donc, moi, je vois que les enfants, ils avaient l'impression que je n'étais plus derrière eux tout le temps avec ces questions d'école, etc. Donc ça, je pense que poser le cadre, c'est quelque chose d'essentiel. Après, je crois qu'en tant que parent, il faut aussi faire confiance à l'équipe enseignante qui est là et qui propose, enfin, qui est en réflexion, qui propose souvent des dispositifs de qualité, hein, que ça soit en secondaire. Je crois qu'il y a vraiment eu, autant pendant le premier confinement, peut-être que les équipes ont été un peu prises par surprise et donc voilà, je sais que voilà, Lou, elle me disait, bah il y a des profs, ils proposent rien, hein, quoi. C'est juste vide, ou alors hop, c'est un travail une fois comme ça de temps en temps, mais j'ai pas vu la matière. Autant ici, je pense que les équipes ont beaucoup plus pu réfléchir et sont accompagnées encore actuellement dans les écoles, et donc que le dispositif est beaucoup plus construit. Et donc il faut faire confiance et essayer aussi de ne pas se substituer à l'équipe enseignante ou à l'instit de l'enfant. Qu'il ne faut pas non plus hésiter à retourner vers l'école en cas de difficulté, parce qu'il y a des services de soutien qui sont mis en place et des enseignants qui peuvent aussi réexpliquer, reproposer des exercices supplémentaires. Ça, je pense que c'est peut-être un autre conseil que j'ai envie de donner. Et puis alors après, bah, avec les ados, moi j'essaye aussi de limiter le temps d'écran. Enfin, c'est parfois un peu compliqué, hein. On se dit que voilà, là, les ados sont obligés d'être sur leurs écrans pour pouvoir continuer le temps scolaire. Et puis en même temps, on a bien conscience qu'ils ne peuvent pas y être tout le temps. Et donc voilà, moi, il y a le temps scolaire sur l'écran et puis c'est fini. On n'y passe pas non plus toute la journée et toute la soirée. Super, c'était de très bons conseils, ça répond bien à ma question. Moi, du coup, j'ai une question en t'écoutant. Donc, en fait, tu accompagnes des stagiaires pour les maternelles. Oui, Et tout du à fait. coup, justement, pour les enfants de maternelle, est-ce que les stagiaires te disent que c'est compliqué pour eux à gérer pour les tout petits? Je trouve qu'on ne se questionne pas du tout sur comment ressentent tous ces tout petits de 0 à 3 ans. Est-ce que, voilà, on peut se dire que ça se passe assez bien ou ou c'est un climat plutôt angoissant pour eux? Je ne sais pas trop.
Écoute, je pense que les enfants sont vraiment épanouis de revenir à l'école. Et donc ça, pouvoir réouvrir les écoles et offrir des repères, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Et donc ça, les étudiants en général ont vraiment des retours plus ou moins, plutôt positifs par rapport à la situation actuelle. Je pense d'autant plus suite à cette fermeture de 2 semaines par rapport aux vacances de Toussaint. En fait, on a vraiment vécu, quand on a un peu anticipé les stages de nos étudiants, c'était évidemment donc avant les vacances. Et donc là, la situation était beaucoup plus chaotique dans les écoles. Il y avait beaucoup de classes fermées, il y avait des enseignantes qui étaient absentes, les enfants étaient redispatchés, etc., un peu partout. Et donc là, je pense que c'était beaucoup plus complexe. Et pour faire le lien avec ce que tu dis, avec les jeunes enfants, je pense mes étudiants, là, pour le moment, ils sont en stage dans les classes d'accueil et de première maternelle. Donc, c'est pour toute une série d'enfants, le premier contact avec le monde scolaire. Et on sait à quel point les repères sont essentiels dans cette première confrontation avec l'école. Et donc, la situation d'être parfois dispatché dans des classes différentes, d'avoir des personnes de référence qui changeaient, était quelque chose qui pouvait être très insécurisant. J'ai le sentiment que maintenant, depuis la reprise, après la Toussaint, il y a beaucoup moins ce problème dans les écoles. On entend beaucoup moins de classes qui ferment ou d'enseignantes qui sont absentes, ou en tout cas, j'en ai pas connaissance. Moi, je dois dire que j'ai actuellement aucune de mes étudiantes, et elles sont quand même, enfin de mes étudiants, pardon, j'ai quand même 2 garçons. C'est quand même majoritairement féminin, hein, les instituts maternels, mais j'ai quand même 2 garçons. Et donc, dans la quarantaine d'étudiants qui sont en stage là en première maternelle dans mon école, j'ai pas connaissance d'une classe qui soit fermée et d'un étudiant qui n'est pas actuellement sa maître de stage avec lui pour l'encadrer. Donc, j'ai l'impression que ça s'est quand même fortement normalisé. Après, l'essentiel, toujours avec les enfants, c'est de pouvoir communiquer, discuter, les aider à mettre des mots sur. Et donc, j'imagine qu'il y a des enfants qui doivent être parfois plus insécurisés. Les étudiantes me disent que parfois ils sont un peu plus difficiles, qu'il y avait toute une série de règles de la classe qui étaient bien installées. Et puis voilà, après, l'enfant vient plus pendant 1 semaine ou 15 jours parce qu'il était en quarantaine. Et donc, c'était compliqué. Donc, il y a plein de choses à remettre en place. Mais j'ai envie de dire ça, c'est un peu la réalité de la classe de première maternelle, puisque il y a des enfants qui rentrent toujours dans cette classe. Maintenant, cette question de quel sera l'impact de la crise sur les enfants et les jeunes enfants, elle sera centrale, oui. Ça, je pense qu'il va falloir vraiment s'en préoccuper. Et est-ce qu'il y a quelque chose parce que tu parlais d'apprentissage, est-ce que l'apprentissage en soi est repensé par rapport à ce qui se passe maintenant pour les années à venir, dans la manière dont on forme les futurs enseignants et enseignantes? Oui, je pense que, en tout cas, moi, j'ai pas le sentiment que mon métier va redevenir ce qu'il était une fois que la crise sera terminée. Okay. Ça, je pense que un retour en arrière complet ne se fera pas, et je pense que c'est une bonne chose parce que, alors, même si je le disais, hein, je souffre un peu de cette situation pour le moment d'être dans mon bureau et de passer uniquement par le numérique. Il y a aussi plein d'avantages et d'éléments positifs qui sont ressortis de ces nouveaux outils. Et donc, même dans le dispositif de stage qu'on est en train d'expérimenter, je crois que à l'avenir, on va aller vers une formule hybride où il y aura une partie d'accompagnement de stage qui se fera par le biais d'une visite sur le terrain pour qu'on puisse se rendre compte de la réalité, pour qu'on puisse mettre un peu plus le focus sur le relationnel, les interactions des étudiants avec les enfants, etc. Et puis, il y aura quand même une partie qui se fera, je pense, telle que c'est en train de se dérouler pour le moment, parce que ça nous permet aussi beaucoup plus d'accompagner le développement des capacités réflexives des étudiants. Puisque dans cette supervision, en fait, la supervision, elle va être construite à partir de ce que l'étudiant nous amène et des prises de conscience qui ont pu se réaliser. Et finalement, ces capacités réflexives, elles sont centrales chez les futurs enseignants parce que l'idée, c'est de les amener vers l'autonomie. Et donc, il n'est plus besoin de ce regard extérieur pour pouvoir réguler leurs pratiques
pratique ou pour pouvoir mieux planifier leur action éducative. Et donc ça, j'ai vraiment l'impression que c'est une plus-value que le distanciel peut apporter. Et comme je vous le disais aussi tout à l'heure, je suis vraiment convaincue, moi, par l'apport de ces dispositifs de classe inversée. On n'en est plus dans la conception de l'enseignement où c'est l'enseignant qui est là et qui doit donner toute une série d'informations. Ça fait vraiment très longtemps qu'on n'est plus là-dedans. On n'est plus non plus dans l'enseignement supérieur à l'idée de tout doit être reconstruit. Et donc ce travail de classe inversée, que ça soit… moi, j'aime beaucoup utiliser des petites capsules vidéo, par exemple, qui sont filmées des moments de classe que l'étudiant a… à l'occasion d'aller regarder en amont de la séance de cours, avec toute une série de questions guides, par exemple, où il peut aussi s'infuser de cet extrait, le regarder plusieurs fois. Et puis, suite à ça, alors, il peut y avoir un moment qui est plus un moment de cours classique où on échange à partir de ce qui a été observé. Ça, je pense que ce sont des choses qui resteront, en tout cas, de plus en plus dans les dispositifs d'enseignement supérieur. Okay. Merci, très, très intéressant. Super, donc je pose ma question qui n'a plus rien à voir avec le reste, mais c'est pas grave, je ne fais pas de transition. Mais du coup, justement, qu'est-ce que tu penses qui aide les gens pendant ce confinement, déconfinement, enfin pendant cette période? Aussi bien toi, qu'est-ce qui t'a aidé, mais aussi qu'est-ce qui peut aider les enfants et les plus jeunes? Alors, qu'est-ce qui m'a aidé moi? D'abord, je pense la conviction que c'est un peu un passage obligatoire, enfin, qu'on est dans une phase de changement et donc que dans l'évolution, il y a toute une série de phases de changement et donc c'est un moment nécessaire qu'on va, je pense, aller vers autre chose et donc c'est un moment transitoire. Et donc, il y aura une sortie, il y aura un après. Et donc, vraiment avoir foi en, tu vois, cette sortie, cet avenir, ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui aide. En tout cas, moi, qui m'a aidée. Et c'est ce que j'essaye aussi de leur dire, en tout cas à mes enfants. Il y aura un après, il y aura autre chose qui sera différent de ce qui était avant, mais ça ne sera pas toujours comme ça. Parce que c'est vrai que je pense à Capucine qui va avoir 7 ans. Finalement, enfin, depuis mars, c'est une grande partie de sa vie. Enfin, à l'échelle de ses 7 ans, c'est vraiment un moment important. Et donc parfois, je sens qu'il y a cette inquiétude. Est-ce que ça sera toujours comme ça? Est-ce que ça sera toujours… On ne pourra pas voir beaucoup de monde? Est-ce qu'on sera toujours masqué? Et donc, voilà, lui dire qu'il y aura autre chose à un moment, ça je pense que ça permet cette lueur d'espoir aidante. Alors, moi, autre chose qui m'a aidée, et j'ai le sentiment d'avoir observé aussi ça chez d'autres, c'est le fait de se dire que j'avais quand même le sentiment que, voilà, moi j'aime toujours faire plein de choses. Je me disais toujours avant que si j'avais une baguette magique, j'essayerais de rajouter quelques heures dans mes journées, en fait, parce que je suis intéressée par plein de trucs, j'aime découvrir. Et donc voilà, j'ai toujours le besoin de faire plein de choses, d'aller découvrir, de rencontrer plein de monde. Et puis, en fait, d'être un peu tout le temps dans ce mouvement et cette tourmente. Et donc, je crois que ce moment m'a permis un peu de me poser et de pouvoir laisser un peu la tempête, enfin tous les alluvions, peut-être qui sont toujours comme ça en mouvement chez moi, se poser dans le fond. Et donc, quand on a l'occasion de se poser aussi, ça nous permet de poser un autre regard sur les choses et sur notre vie. Et donc, ce moment de confinement, ce moment de pause m'a aidé à peut-être aussi pouvoir reprioriser certaines choses, pouvoir prendre des décisions. Aussi, me dire que finalement, choisir, ce n'était pas que renoncer. Choisir, c'était aussi préférer. Et donc, me dire qu'est-ce que je préfère finalement, parce que ce rêve d'avoir plus d'heures sur une journée, c'est complètement utopique. Et donc, j'en ai 24 comme tout le monde. Et donc, je dois choisir comment je préfère remplir ces 24 heures. Et donc, ça m'a amené quand même une espèce de sérénité, je crois.
J'ai aussi pu mettre en place peut-être toute une série de petits rituels personnels qui me semblent importants. Et donc, c'est aussi un peu des balises pour la suite. Je voudrais vraiment que ça reste et que ces moments où j'ai pu parfois plus me recentrer sur moi, remettre le soi au centre de ses priorités, ça, c'est quelque chose qui m'aide aussi, dans le quotidien. Puis ces moments partagés, en fait, ces moments partagés en famille où on a récupéré du temps pour refaire des choses ensemble, où j'ai récupéré du temps pour vivre des moments privilégiés avec chacun. C'est sûr que quand on est mère de 4 enfants, quand on bosse et qu'on adore ce qu'on fait, quand on a envie de toujours profiter de plein d'activités, voilà, parfois, je ne suis pas sûre de la quantité de temps que j'avais avec chacun et donc de la qualité des interactions. Et donc ça m'a permis de revivre des échanges plus de qualité, que ça soit avec chacun ou des moments plus familiaux aussi. J'imagine que vous êtes parfois aussi un peu aux prises avec ça, hein, les week-ends, entre ce qui doit être fait, les trajets des uns des autres, les activités, etc. Voilà, on se perd un peu et on a moins de temps pour aller se promener, pour aller redécouvrir. C'est un peu une anecdote, mais ce week-end, on est allé en famille faire une balade sur un terri. Enfin, moi, je suis Carolo d'origine, en fait. Et donc, on est allé dans le terri de mon village, sur le terri de mon village natal. Et donc, en fait, on parlait avec les enfants de ce passé minier. Enfin, je pouvais leur expliquer tout ça. Et je me suis dit que c'était dingue, que je ne l'ai jamais fait, que finalement, Lou, elle va avoir 15 ans et c'est la première fois qu'on va se balader sur un terri à Charleroi. Or, c'est quelque chose qui est important pour moi. Ce sont vraiment mes racines. Et donc, regagner ce temps de qualité et ces moments vrais, je trouve que ça donne aussi de l'énergie pour surmonter les moments plus difficiles. Mhm. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Non, c'était Très, super. très bien. Ouais. Et je Alors, pense. vas-y, Ah oui, vas-y. non, j'allais dire que justement, en parlant de transition, etc., je pense que tu as déjà un peu répondu à la dernière question d'Émilie, la question qu'elle pose à chaque fois. Mais comme c'est sa question, je vais quand même la laisser D'accord. juger. Est-ce qu'il faut la reposer ou pas? Merci Yves, c'est la question à 1 000 euros. Tout Voilà. Waouh. tu as déjà répondu, mais du coup, tu peux encore aller plus loin hein, pour savoir si tu vas D'accord. gagner le jackpot à la fin. Donc, imagine la société dans 10 ans. Qu'est-ce que tu penses que la pandémie nous a appris? Est-ce que tu penses vraiment, parce que tu as dit qu'il va y avoir des changements, mais tu peux aller plus loin dans l'explication de tes changements de la société. Bonne chance. Dis, waouh, c'est la pression. Alors, l'impact que je pense, ou peut-être l'impact que je souhaite, voilà, c'est, en tout cas, moi, j'espère vraiment que cette pandémie va nous amener à une société où il y aura plus de liens, recréer du lien, parce que j'ai vraiment l'impression que ça, hein, dans les choses que je pointais, qui étaient les choses les plus difficiles à vivre pour moi, c'est tous ces liens sociaux. Et j'ai l'impression que cette pandémie a permis de recréer du lien et parfois de manière très créative. Je pense aux petites capsules qu'on est en train de créer. Moi, ça m'a permis de faire la connaissance de Mireille, que je ne connaissais pas du tout, par exemple, qui est une capsule que vous avez postée. Et donc, on a eu l'occasion d'échanger alors sur par Facebook sur la question de l'hébergement collectif de migrants qui est ouvert à Genappe et voilà, dans lequel je suis impliquée. Je pense à du lien qui s'est créé avec mes enfants par le biais des colis de la Maison des Jeunes, du Centre culturel, etc. Et donc, en fait, je pense qu'on a montré que même dans une situation complexe, on était capable de faire preuve de créativité pour créer du lien. Et donc, moi, j'ai vraiment envie qu'on continue à tisser ces liens, que ça soit de manière virtuelle ou qu'on retourne vers ces liens, j'ai envie de dire, plus originels. Hein, qu'on peut mettre en place, puisqu'on a vu quand même apparaître toute une série d'élans de solidarité. Alors peut-être plus durant la première vague que durant la seconde. Néanmoins, voilà, si je reprends cet exemple de l'hébergement collectif, c'est incroyable. Voilà, le nombre de personnes qui contactent encore, qui s'impliquent et qui sont là pour l'autre.
Donc voilà, j'aurais vraiment envie qu'on aille vers ça. Et à côté de ça, je pense qu'on doit aller peut-être vers une société aussi où on est plus attentif à nos ressources, que ce soit nos ressources alimentaires, que ce soit nos ressources énergétiques. Alors, de manière personnelle, au niveau voilà, des ressources alimentaires, moi j'avais déjà tendance, ça fait des années que je fais partie du GAC de Genappe, j'avais déjà tendance à aller au petit pot, aller chez les producteurs locaux, ça fait déjà partie des habitudes de ma famille, mais j'ai vraiment le sentiment qu'il y a plein de gens qui ont aussi fait un pas de plus dans cette dynamique, et donc je crois qu'on doit vraiment retourner vers ça, donc se dire voilà, de quoi on a besoin, comment est-ce qu'on peut viser peut-être même une autonomie alimentaire, comment est-ce qu'on peut être attentif aux ressources dont nous disposons pour pouvoir faire face aussi aux grands enjeux qui soient en lien avec le climat, qui sont en lien avec la biodiversité. Et donc, je pense qu'il y a toute une série d'aspects sur lesquels on a un impact. Et puis moi, j'ai aussi envie d'une société où on puisse plus écouter finalement la vie, l'opinion, les besoins de chacun. Et donc, je pense que finalement, peut-être cette crise, elle est à voir comme une opportunité. Et donc, on doit peut-être maintenant se poser, faire le point et puis demander à chacun quels sont les besoins pour pouvoir avancer vers quelque chose qui convienne à tous. C'était voilà. Super. Super, très très bien. J'ai gagné 10 000 euros. Pas encore, mais peut-être. Allez. Non, c'est super parce qu'en plus, ça fait le lien avec d'autres interviews. Par exemple, probablement que celui qui sera diffusé juste avant le tien, c'est celui de Bénédicte de Notaire qui nous a parlé aussi évidemment de l'hébergement collectif. Donc c'est bien, ça fait le lien, quoi. Super alors. Ouais. Eh ben, merci beaucoup. Tout grand merci, ouais. Merci. Avec joie. Merci pour ce moment. Merci de m'avoir invité.